Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de ce nouveau webinaire dans le cadre de notre campagne avec Vincent. Nous sommes très heureux de vous retrouver et on doit le confesser pour parler d'une matière que nous connaissons mal, voire pas du tout, l'un et l'autre. Et c'est la raison pour laquelle il nous a semblé intéressant d'aller à la rencontre de nos confrères environnementalistes. Là, je viens descendu. Nous entendons parler d'environnement chaque jour ou presque. Les mots environnement, environnemental sont maintenant les plus usités de la langue française, pour ainsi dire. La presse se fait l'écho régulièrement de catastrophes à répétition. On nous parle de réchauffement climatique, on nous parle d'inondations spectaculaires, on nous parle d'accidents industriels, par exemple l'incendie de Lubrizol en dernier lieu, on nous parle de perte de biodiversité et encore de la nécessité de s'engager dans une économie circulaire. Autant de problématiques qui relèvent du droit de l'environnement. Peu à peu, ce droit de l'environnement est devenu et s'est imposé comme une matière de droit à part entière et non plus, et là je cite Jean-Nicolas Clément, comme une sous-partie un peu disqualifiée du droit public. Nous en voulons pour preuve le développement de masters en droit de l'environnement, le développement de revues spécialisées et bien sûr la spécialisation d'un certain nombre de nos confrères dans cette matière sans divulguer le suspense que nous aurons à la fin, qui semble effectivement être une matière d'avenir compte tenu des développements dans la société de ces problématiques liées à l'environnement. Alors, afin d'appréhender les problématiques que rencontrent les avocats en droit de l'environnement, nous avons le plaisir d'avoir ce soir avec nous Marie-Pierre Maître et Jean-Nicolas Clément du cabinet Gilles qui nous font le plaisir et l'honneur de venir répondre à un certain nombre de questions sur leur métier d'avocat en environnement. Nous avons quelques questions auxquelles nous allons leur demander de répondre et puis bien évidemment grâce au chat il peut y avoir également une interaction avec vous qui êtes inscrits et participez à ce webinaire et nous nous efforcerons, c'est le nous de majesté parce que c'est vraisemblablement pas moi qui répondrai aux questions mais en tout cas nous nous efforcerons de répondre à vos questions. Alors la première question ce soir que nous souhaitons poser à Marie-Pierre et à Jean-Nicolas est la suivante. Il apparaît que de plus encore que dans d'autres domaines du droit, l'avocat en environnement doit faire face à une complexification du droit, à une évolution constante du droit. Comment pallier pour vous, praticiens, cette difficulté? Alors, je commence. Je dirais que l'évolution du droit de l'environnement, c'est pas un vain mot. C'est un droit qui est un droit jeune, puisque finalement, c'est un droit qui apparaît dans les années 70 et qui connaît là un essor considérable. Je dirais presque que c'est un droit qui souffre aujourd'hui de boulimie. C'est un droit complexe parce que c'est un droit qui est un droit qui s'est construit par strates, par étapes, sans véritablement cohérence d'ensemble. J'ai pour habitude de dire que c'est un droit souvent que l'on a en réaction à des catastrophes environnementales souvent. Les accidents sont une prise de conscience et très souvent, quand il y a un problème, eh bien, on a tendance, y compris chez nos politiques, à résoudre les choses avec du droit. Et le droit de l'environnement est vraiment à la base de ces positionnements et en réaction à des grandes catastrophes. J'en veux pour preuve, au niveau européen, par exemple, après la catastrophe de Seveso, on voit apparaître des choses que vous connaissez tous. Tu disais, Julie, on ne connaît pas très bien ce droit de l'environnement. Mais si, c'est les directives Seveso. Et puis, après la catastrophe de Toulouse, par exemple, eh bien, on met dans la loi Bachelot la mise en place des PPRT. Après les inondations dans la Somme, on met en place un volet protection de la nature. Après l'affaire Métal Europe, on met à la hâte dans la loi Bachelot un volet sol pollué.
plus encore et plus près de nous, tu citais tout à l'heure la catastrophe de Lubrizol et les entrepôts voisins qui ont brûlé. Là encore, on est tout à fait sur une réglementation qui intervient en réaction. Avec un volet réglementaire qui s'est traduit d'abord par un plan d'action. Donc là, c'est un volet, je dirais presque plus politique, et qui derrière se traduit par de la réglementation. Là, en l'espèce, juste après cette catastrophe Lubrizol, pas moins de 2 décrets et 5 arrêtés qui vont modifier la réglementation Seveso, qui vont modifier la réglementation sur les stockages de liquides inflammables ou sur les entrepôts. Et donc tout ça fait une réelle complexité de l'évolution de ce droit. D'autant que plus qu'ailleurs, on est sur un droit qui est à la fois international, européen et bien sûr national. Et qui est très abondant. Pour vous donner un ordre d'idée, en droit international classique, on dénombre par exemple plus de 300 traités ou conventions multilatérales. Par exemple, quelque chose là aussi que vous connaissez tous, le protocole de Kyoto sur le changement climatique. Eh bien, c'est une convention internationale. Si on devait dénombrer les traités bilatéraux, par exemple pour gérer la pollution du Rhin entre la France et l'Allemagne, on arriverait à presque 900 traités. C'est vous dire l'ampleur de la matière. Et là, je vous ai juste parlé du droit international classique. Si on regarde le droit européen, et aujourd'hui, je dirais que quasiment 80% de notre droit national vient du droit européen. Outre des règlements, alors relativement nouveaux, comme REACH sur les produits chimiques, CLP, qui sont des réglementations assez complexes, on a aussi tout un tas de directives sectorielles. Je vous ai parlé tout à l'heure de la directive Seveso, mais on a aussi les directives cadres sur l'eau, la directive cadre déchets, et puis des choses qui touchent véritablement à notre quotidien. Vous connaissez tous les équipements électriques et électroniques. Vous allez chez Darty avec la Visible Fee. Eh bien ça nous vient du droit européen. Les études d'impact, j'en passe, et des meilleures. Ce qui veut dire que nous, avocats en droit de l'environnement, quand on va être confronté à une question, derrière, il va falloir non seulement que l'on appréhende le droit français, mais également le droit européen. Et le droit français, évidemment, n'est pas en reste. Quand je dis évolution et boulimie du droit, évidemment, il faut transposer les directives. Donc déjà, on a des lois et des règlements en droit français qui ont transposé ces directives. Et puis, vous avez tous entendu parler de réglementations récentes, par exemple la loi sur l'économie circulaire. Ça, ce sont des lois qui sont spécifiques à l'environnement. Alors peut-être un petit peu plus facile à appréhender pour nous parce que on sait que c'est une loi qui va impacter nos clients et sur lesquels on va pouvoir les informer. Mais il y a aussi ce que j'appellerais des lois fourre-tout. C'est-à-dire des lois un petit peu plus générales à l'intérieur desquelles on va trouver du droit de l'environnement. Et il va falloir aller les chercher. Et pour vous donner un ordre d'idée de la boulimie, de cette évolution du droit de l'environnement, il a été codifié en droit français en 2000. Aujourd'hui, je sais que Jean-Nicolas ne me contredira pas, un code papier, ça n'a quasiment plus de sens. Parce que dès qu'il sort, il est déjà plus à jour. Et si, on en a tous dans nos bibliothèques, eh bien, si vous regardez le code de l'environnement par rapport aux autres codes, vous voyez que c'est quasiment maintenant un des plus épais parmi tous nos codes. Et du coup, une difficulté d'appréhension de ce droit. Et là, je ne parle même pas de tout ce qui est les décrets, les arrêtés, des arrêtés parfois hyper techniques, les guides et les circulaires. Autant de choses qui font que, oui, l'évolution du droit de l'environnement n'est pas un vain mot et que du coup, bien, il faut que nous, avocats, on se forme
Sinon, si on ne suit pas cette évolution, j'ai envie de dire, on devient juste mauvais. Jean-Nicolas? Oui, je suis parfaitement sur la complexité et la complexification croissante du droit de l'environnement liée à son histoire. Alors, à t'entendre, ça paraît terrible. Dans la réalité, il y a quand même une grammaire de base, des principes généraux qui, d'entre nous, n'a pas entendu parler du principe pollueur-payeur, du principe de précaution, même si on leur donne parfois des sens qui ne sont pas exactement les leurs. Il y a en environnement, comme dans toutes les matières, y compris les plus complexes, une grammaire de base qu'on arrive à maîtriser plus ou moins bien, mais qui permet, Dieu merci, d'aller dans ces strates successives avec un forêt qui permet de sortir des carottes assez lisibles. Ensuite, comme partout, c'est également, si j'ose dire, la chance d'être à armes égales avec les magistrats, avec les autres professionnels du droit de façon générale, qui sont, comme nous, confrontés à cette inflation croissante du droit de l'environnement. Donc oui, un droit complexe, un droit qui progresse, et ça c'est très caractéristique de son évolution, comme l'a dit Marie-Pierre, comme un droit de réponse, c'est-à-dire à chaque problème, à chaque catastrophe se trouve assorti ou se pense la résoudre par des lois, mais nouvelles. Mais finalement, quand on y réfléchit, c'est pas forcément propre au droit de l'environnement. Chez nous, ça présente en plus cette particularité que c'est un droit qui est un droit technique et où, une fois qu'on a quitté de grands principes juridiques, comme ceux que je citais tout à l'heure, on se trouve rapidement confronté à des notions, des concepts qui ne sont pas ceux que les juristes ont l'habitude de manier. Là encore, ce n'est pas forcément une singularité. Hein. Nos amis et confrères qui font du droit de la santé, du droit médical, ne sont pas médecins. Nous qui faisons du droit de l'environnement, nous ne sommes pas écologues, nous ne sommes pas scientifiques, mais c'est pas, je pense qu'on y reviendra, c'est pas un problème. Il y a deux grandes légendes dont nous espérons tous les quatre qu'elles seront dissipées ce soir, qui sont, pour faire du droit de l'environnement, il faut être publiciste. Expliquera que c'est une légende et on vous le démontrera. Et pour faire du droit de l'environnement, il faut être matheux, il faut être scientifique. Pour prendre un exemple que je connais peut-être le moins mal parce que c'est le mien, moi je suis un pur produit littéraire, passé latin grec au bac, 3 langues, j'ai jamais passé la quatrième, je n'ai plus rien compris aux maths, encore moins à la physique, à la chimie, ça ne m'empêche pas de faire du droit de l'environnement. Donc ces deux légendes dissipées, on a en revanche un vrai problème qui est celui d'un droit inflationniste, un droit qui se construit par strates, mais là aussi, moi je vous rassure, il y a encore une fois une grammaire de base qu'on acquiert assez vite. Bon, alors une deuxième question, merci beaucoup Jean-Nicolas et Marie-Pierre. Une deuxième question qui s'impose elle-même. Je suis néophyte en cette matière, comme Julie, mais on comprend bien que le droit de l'environnement a un spectre thématique de plus en plus large et que cette matière semble irradier les autres branches du droit. Alors dans ces conditions, ce qui nous intéresse, c'est de connaître votre quotidien en matière de conseil et de contentieux. Quelle est la nature de votre activité précisément au jour le jour? Marie-Pierre ? Voilà. Oui, alors, moi je vais prendre la partie conseil. Je prends la partie conseil, c'est pas que je fais pas de contentieux, hein, mais on va essayer de donner envie à ceux qui nous écoutent, parce qu'on a la chance d'avoir une activité qui est vraiment hyper variée. Je pense qu'on touche à tout ce qui est possible
quand on est avocat. Alors, évidemment… Le droit canon, pour le moment, nous a échappé. Le quoi? Le droit canon. Ah oui. Je pense que c'est l'un des rares, avec les régimes maths, qui échappent aux environnementalistes. Alors, Il y a peut-être la saisie Brandon aussi, si je peux me permettre. Peut-être. Bon, on y viendra un jour. alors, la consultation juridique, classique, j'ai envie de dire, ce qui est le quotidien de beaucoup d'avocats, c'est-à-dire on est consulté sur la faisabilité d'un projet, sur l'identification de risques, sur quelles sont nos responsabilités dans tel ou tel cas. Ça, je dirais que c'est tout à fait de la consultation classique. Et puis, on peut faire aussi de la rédaction de contrat. Et là, vous voyez, eh bien, on va toucher au droit, par exemple, des baux, à la vente. Très régulièrement, on va rédiger des contrats de bail parce que, par exemple, dans un entrepôt qui est une installation classée, eh bien, certes, c'est un bail classique, mais avec une grande spécificité qui est l'aspect installation classée pour la protection de l'environnement, avec des questions qui sont le respect de la réglementation installation classée, qu'est-ce qui se passe en fin de bail, est-ce qu'il y a cessation d'activité, comment se font les transferts, et tout ça, c'est du pur droit de l'environnement. De la même façon, dans les contrats de vente, alors qui sont généralement réalisés par les notaires, très souvent on va venir nous chercher pour rédiger les clauses environnement. Tout ce qui est des clauses spécifiques, parce que en droit de l'environnement, on a des obligations d'information renforcées. S'il y a eu à un moment donné, sur un terrain, une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation à enregistrement, eh bien, c'est une obligation qui va au-delà des obligations strictement code civil. Et donc là, on va venir nous chercher pour faire ce type de rédaction. Là où on intervient aussi, c'est en accompagnement administratif, ce qu'on appelle entre nous de l'accompagnement administratif, c'est-à-dire on va accompagner nos clients vis-à-vis de l'administration. Par exemple, déposer un dossier de demande d'autorisation auprès de l'ADREAL, donc qui est la police de l'environnement. Si malheureusement nos clients ont eu une mise en demeure, eh bien voir peut-être avant que la mise en demeure tombe, comment est-ce qu'on peut les mettre en conformité avec la réglementation et discuter avec l'administration pour éviter les problèmes. Et là, je me tourne vers Vincent pour éviter justement au maximum le pénal de l'environnement, qui est une matière à part entière. L'environnement, quand on dit irradie les autres branches du droit, c'est que on va faire du fiscal de l'environnement, on va faire du pénal de l'environnement, on va faire du contrat et donc du civil. On va appréhender le code du travail parce que à l'intérieur de ce code du travail, on a un livre 4 sur santé, sécurité au travail. Et très souvent, les gens qui font du droit du travail, plutôt classique, plutôt appréhendent un petit peu difficilement ces questions qui sont justement d'une technicité qui est plus proche de ce qu'on connaît en droit de l'environnement. C'est santé, sécurité au travail. Voilà. Toutes ces matières, on va les appréhender et accompagner nos clients face à l'administration. Mais vous voyez, tout à l'heure, on l'a dit et répété avec Jean-Nicolas, c'est quand même une matière qui évolue beaucoup. Et donc, du coup, on va être amené aussi à faire, par exemple, de la veille juridique. J'appelle ça veille juridique par opposition à ce que vont faire les bureaux d'études, qui vont faire plutôt strictement de la veille réglementaire. Nous, on a un apport supplémentaire. On va expliquer à nos clients les évolutions jurisprudentielles. Et du coup, par le biais de ces veilles juridiques et parfois même anticipatives, c'est-à-dire les informer sur l'évolution du droit, qu'est-ce qui est en cours, parce que une personne avertie en vaut deux, et du coup, ils vont davantage pouvoir se mettre en conformité quand le texte va sortir.
Eh bien, tout ça, c'est un accompagnement que l'on fait et qui va parfois aller jusqu'à, on dispense une formation au sein de l'entreprise. Et là, vous voyez, on a l'impression de faire avancer les choses au sein de l'entreprise pour faire évoluer l'aspect environnemental au sein d'une entreprise. Parce que en les informant mieux, ils vont pouvoir mieux se préparer, du coup mieux respecter la réglementation et éviter au maximum les problèmes, c'est-à-dire la pollution, les non-conformités, etc. Et là, alors ça c'est un aspect, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui en font, mais moi que j'aime beaucoup, c'est du lobbying. C'est pas du lobbying au sens anglo-saxon, vous voyez, on va pas dans les parlements, mais on va accompagner nos clients pour faire des démonstrations juridiques à l'appui de ce qu'ils veulent faire évoluer dans la réglementation. Alors là, c'est par rapport au ministère, par rapport à la DGPR, et puis évidemment par rapport aux mots politiques. On peut aller jusqu'à rédiger des amendements pour nos clients. Et ça, c'est une pratique assez singulière dans notre activité, mais qui est aussi très intéressante parce que on fait évoluer le droit, ou en tous les cas, on participe à l'évolution de ce droit. Il y a également, mais je crois que Jean-Nicolas en fait beaucoup, c'est tout ce qui est audit. Alors les audits fusion-acquisition, parce que là aussi, quand il y a des ventes d'entreprises, des ventes d'un industriel, souvent on vient nous chercher sur cet aspect environnement, parce que c'est quand même très spécifique. Et donc on nous demande de faire un audit, d'analyser la data room, pour dire aux clients, est-ce qu'on a un problème de conformité réglementaire? Est-ce qu'il y a un sujet cité sol pollué? C'est quand même très très important dans le cadre d'un achat ou d'une vente. Ça, c'est autant de choses que l'on va faire et qui vont nous permettre ensuite de rédiger les clauses environnementales dans les contrats, ce qu'on appelle entre nous les clauses de garantie passive. Une autre activité que j'aime bien aussi, c'est ce que j'appellerais de l'audit de communication. Julie t'a dit au début, oui, c'est vrai, cet aspect environnement, on en parle quasiment tous les jours avec cette notion environnementale et effectivement, c'est aujourd'hui quelque chose qui fait vendre aussi l'environnement. Avoir un aspect écologique, un produit écologique, un aspect moins impactant sur les gaz à effet de serre, moins polluant, moins ceci, moins cela, un peu plus vert pour dire les choses. Sauf que, notamment avec le Grenelle de l'environnement, on a vu considérablement se renforcer ces aspects de communication environnementale contre les allégations environnementales. On a aujourd'hui tout un arsenal. Et donc l'idée, c'est sécuriser la communication environnementale, qui peut être sécuriser ce que l'on a sur un produit. Ça peut être, je vois par exemple le gel hydroalcoolique, et bien si on regarde l'étiquette, il y a toute une étiquette, parfois même qui est tout à fait pliée, et qui relève d'une réglementation qui s'appelle la réglementation biocide. Et ça, c'est des obligations d'information environnementale. On va vérifier si c'est bien conforme à la réglementation. Et on va vérifier que nos clients ne se prennent pas les pieds dans le tapis en faisant du greenwashing et derrière en se faisant sanctionner. Alors, on fait aussi de l'audit plus technique. T'en as parlé, Jean-Nicolas, en disant oui, on est quand même sur un droit qui est technique, même si c'est pas nécessaire d'être un féru de chimie, mais c'est quand même un droit technique. Et souvent, on va intervenir en collaboration avec les bureaux d'études. Et là, on est sur un terrain parfois un petit peu mouvant.
qui est celui du contour du droit. Est-ce que finalement, on n'est pas là sur un terrain où on a un petit peu du mal à trouver nos marques entre les bureaux d'études qui vont avoir un petit peu tendance à venir empiéter sur le périmètre du droit. Je crois que c'est un de tes dadas, Jean-Nicolas. Tu crois bien, tu le sais bien. Alors, encore une fois, vous voyez que c'est vraiment une matière extraordinairement consensuelle. C'est un petit marché, hein, donc on se connaît tous et on s'apprécie tous. C'est important de le dire parce que je fais ce métier depuis une trentaine d'années. J'ai exercé dans différents types de cabinets, différentes activités même. Je n'ai jamais trouvé autant de sympathie et de confraternité que dans le monde de l'environnement. Peut-être parce que c'est encore un peut-être pas, mais il y a bonne raison que ça change. Enfin, quoi qu'il en soit, vous ne serez pas surpris de voir que je suis d'accord avec ce que disait Marie-Pierre. Alors tout d'abord, c'est vrai, le droit de l'environnement, il est invasif. Hein, c'est comme les mauvaises herbes, il a une tendance à envahir dès qu'on lui laisse un peu d'espace. Et puis, il colonise également. Hein. Il y a certaines branches du droit qui, autrefois, utilisaient des méthodes de droit de l'environnement qui, peu à peu, se sont fait croquer par celui-ci et on oublie qu'avant, les procédures se trouvaient réglées dans le code de l'expropriation, relevé de la domanialité publique. Maintenant, c'est de l'environnement. C'est donc une matière invasive et, Pierre le disait, on a maintenant des droits qui sont des sous-catégories du droit de l'environnement. Il n'y a plus véritablement, il y a bien sûr un droit de l'environnement, mais vous avez aussi un droit civil de l'environnement, un droit pénal de l'environnement, j'y reviendrai, un droit commercial de l'environnement. Et vous avez même, maintenant, vous avez probablement tous entendu parler de la finance verte, on va avoir un droit financier de l'environnement. Pour le moment, c'est un peu balbutiant. J'ai l'impression que la finance verte, c'est un peu plus de la finance que du vert, mais méfiance, comme je le disais tout à l'heure, c'est un droit invasif et le vert va probablement croquer un peu le financier. Le conseil, vous l'avez vu, c'est varié. En règle générale, nous pratiquons en environnement, grosso modo, 50% de conseils, 50% de contentieux, bon an, mal an, alors c'est 48-52, 49-51, ça s'équilibre. Mais enfin, sur le long terme, c'est un métier où conseil et contentieux sont équilibrés. Et pour le coup, l'évolution n'a pas été telle qu'on ait aujourd'hui, parmi les confrères qui pratiquent la matière, certains dont on pourrait dire qu'ils ne font que du contentieux et d'autres dont on pourrait dire qu'ils ne font que du conseil. Ça tombe bien d'ailleurs, parce que moi j'ai toujours considéré qu'il fallait maîtriser un peu le contentieux pour donner un bon conseil. Vous le devinez, moi je suis un avocat de contentieux. Ce que j'aime, c'est le contentieux. Même si je fais 50% de conseils, même si je fais des audits, même si je fais des clauses de garantie de passif, même si j'accompagne mes clients, si je les aide à présenter les plus belles demandes devant l'administration, ce que j'aime bien, c'est le contentieux, et ça tombe bien, je le disais, parce qu'en environnement, le contentieux, ça ne manque pas. Alors, c'est un contentieux qui est très varié, qui présente néanmoins, qui est aussi varié que l'environnement, parce que vous passez du produit chimique à la protection des espèces, de la pollution maritime à la protection de l'air. C'est extrêmement varié. Il y a quand même un trait commun, c'est que pour des raisons historiques, notamment parce que le texte qui sert aujourd'hui de colonne vertébrale au droit de l'environnement, à tout le moins au droit de l'environnement industriel, c'est la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, tout ce qui est atelier, industrie, carrière, tout ça c'est réglé. Et c'est une vieille loi, ça remonte à l'Empire, et avec
cette vieille loi, on a eu dès le départ des interventions de l'administration, et le juge naturel de l'administration, c'est le juge administratif. Alors c'est vrai que le contentieux environnemental, c'est 75% à peu près, à la louche, hein, Marie-Pierre, tu peux me corriger, à la louche, c'est 75% de contentieux devant la juridiction administrative. Et vous voyez la nuance quand je vous dis pas c'est du contentieux administratif, je vous dis c'est du contentieux devant la juridiction administrative. Parce que ça ressemble d'abord à la juridiction administrative. Si vous prenez du contentieux du permis de construire, du contentieux de la fonction publique, pas besoin de pratiquer beaucoup ces deux matières pour comprendre que ce n'est pas la même chose. Mais le contentieux en matière environnementale est vraiment spécifique. Alors, pour des raisons historiques, il se déroule devant la juridiction administrative, mais il suffit de faire un peu de droit comparé. C'est pas une obligation, ça répond chez nous à cette tradition historique, probablement née avec la loi sur les installations classées, donc le texte de 1810. Donc, un contentieux spécifique, mais jugé par la juridiction administrative. Alors oui, il faut maîtriser un petit peu le contentieux administratif. Mais on sait tous que entre maîtriser le contentieux administratif et maîtriser la procédure pénale ou la procédure civile, ce n'est pas exactement le même sport. Peut-être parce que je la pratique tous les jours, mais je crois qu'on est tous d'accord pour dire que le contentieux administratif n'est pas très difficile à maîtriser. Si on voulait être caricatural, il suffit de ne pas péter le délai et on est à peu près tranquille. La procédure civile, on le sait tous, la procédure pénale, on le sait tous, réserve chaque fois des surprises. Même pour ceux qui les maîtrisent bien, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. La surprise en contentieux administratif, elle est rare, donc ça se maîtrise bien. Alors, je vous dis à peu près 75%. Qu'est-ce qu'il y a à côté? Maintenant, là aussi, sous votre contrôle à tous, et le tien, Marie-Pierre en particulier, beaucoup de pénal. Alors, ça tombe bien, moi je suis un pénaliste défroqué, donc ça me ravit. Mais le pénal de l'environnement, c'est la matière qui, en contentieux, monte en flèche. Pour des tas de raisons. Des raisons de spécialisation de l'appareil répressif, que ce soit les services, vous avez un service de gendarmerie, l'OSCLAESP, qui est spécialisé dans les infractions environnementales. Vous avez des magistrats qui ont fait une spécialité. Vous avez les pôles santé sont en charge des questions environnementales. Donc, des gens qui connaissent mieux. Il y a encore des tribunaux où la connaissance des infractions environnementales tâtonne un peu. Et vous en avez d'autres à l'autre bout du spectre, vous n'allez pas leur raconter d'histoire. J'ai des souvenirs d'instruction pour de santé qui avaient des interlocuteurs qui connaissaient bien la matière et qui ne nous laissaient pas beaucoup respirer. En tout cas, nos clients avaient un petit peu de mal à trouver de l'oxygène. Et la deuxième raison, c'est qu'on le sait tous, il y a une sorte d'homogénéité entre l'importance prise par une matière et le contentieux pénal. Le contentieux pénal est quand même un exutoire. On en parlait, Marie-Pierre, il y a peu de temps, tous les deux. Les textes environnementaux qui sortent actuellement ont un peu tendance à réduire le champ, à notre sens, de l'information et surtout de la participation du public. Si vous ne donnez pas au public un espace pour se faire entendre, et bien dans ce cas-là, on connaît tous la solution, ça va devenir du pénal. Et la juridiction pénale est souvent l'exutoire, elle est d'abord le reflet des préoccupations qu'on trouve dans la société, et elle est souvent, à tort ou à raison, l'exutoire de certaines frustrations du public qui, n'ayant pas trouvé dans les procédures précédentes le moyen de se faire entendre, eh ben,
peuvent faire du pénal, c'est la panacée. Donc c'est vraiment la matière qui monte en flèche, qui a un peu pris la place du contentieux civil de l'environnement. Il y a 15-20 ans, on avait beaucoup de contentieux devant les juridictions judiciaires, notamment s'agissant des cessions de sites et de sols plus ou moins pollués, les uns prétextant que c'était de magnifiques perles immobilières, les autres découvrant que c'était des décharges un peu maquillées. Il y avait beaucoup de contentieux civils. Celui-ci, après qu'un certain nombre de règles aient été posées, un certain nombre de solutions jurisprudentielles aient été posées, a perdu de son importance. En revanche, le pénal l'a gagné. Et c'est donc un contentieux, si vous voulez, qui est quand même varié, que vous soyez du bon côté ou du mauvais côté de l'autorisation, que vous soyez pour les parties civiles ou pour les prévenus, vous avez dans tous les cas une gamme assez complète de contentieux. Très bien, merci beaucoup. Merci Jean-Nicolas. Marie-Pierre, tu le disais à l'instant, et vous le dites, c'est quand même ce qui ressort de vos interventions à tous les deux, c'est que ce droit de l'environnement est un droit assez technique et qui vous amène à travailler en collaboration avec d'autres professionnels. Tu évoquais, Marie-Pierre, les bureaux d'études, et tu évoquais cette frontière assez ténue et la question du périmètre qui semble effectivement assez sensible. Alors, pouvez-vous nous dire l'un et l'autre comment se passent ces collaborations et comment vous appréhendez cette technicité et ces relations avec ces métiers, non pas voisins, mais au contraire ces métiers de la technique? Alors, c'est vrai, c'est un sujet depuis de nombreuses années qu'on peut expliquer de façon assez simple, voire caricaturale. C'est que par prudence, quand on est avocat, on ne se prend pas pour un écologue ou un spécialiste de la géologie ou de l'hydrologie. Non pas que cela réserve de véritables surprises. L'hydrogéologie, fondamentalement, c'est pas très compliqué à comprendre. Une fois qu'on a assimilé le fait que dans la majorité des cas, l'eau circuler du haut vers le bas, pas besoin d'avoir fait une agrègue de physique pour comprendre ça, et que plus le sol est, plus les liquides rencontrent un sol étanche, plus ils auront tendance à le suivre sans le pénétrer. Là aussi, c'est pas très compliqué. Mais il n'en reste pas moins que même si l'on comprend, car dans notre matière, les règles techniques sont souvent des règles de bon sens. Pas toujours. Vous allez me dire, le droit aussi, c'est souvent du bon sens quand on y réfléchit. Mais il y a une fois qu'on a compris la règle de bon sens, il y a bien évidemment des choses un petit peu plus complexes qui viennent se greffer. Et nous sommes prudents parce que on n'a pas, même avec du bon sens, on atteint assez vite ses limites. Les bureaux d'études, composés d'écologues, hydrogéologues, tout ce que vous voulez, n'ont pas forcément la même réserve. Parce que, qu'on le veuille ou non, le droit est peut-être plus facilement assimilable, ne serait-ce que pour une question de vocabulaire, des choses se confondant souvent avec des termes qu'on utilise tous les jours. Je vous prends un exemple, qui est le principe de précaution. Vous en entendez parler tous les jours, sauf que quand on a fait un peu de droit, on s'est intéressé à la chose, on se rend compte que ce principe de précaution, c'est pas du tout ce qu'on entend. On a l'impression que c'est « Ah, j'invoque le principe de précaution ». Vous comprenez, faut faire gaffe, faut faire attention, je ne fais rien, je suis tétanisé. Ça a en droit une exception très particulière. Mais ça n'arrête pas les bureaux d'études, nos amis des bureaux d'études, parce que, bon, précaution, principe de précaution, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut faire attention. Ça, c'est ce que nous appelons le principe de prévention. Un peu différent. Quoi qu'il en soit, ils ont une tendance naturelle à venir faire
droit, à émettre des opinions en droit, voire des conseils en droit, avec, allez, soyons méchants un petit peu, Marie-Pierre, toi, non, toi, tu seras gentil, moi, je serai un peu méchant, avec parfois des résultats que je qualifierais d'hasardeux, voire de dangereux pour des clients. Parce que les choses sont un petit peu plus compliquées que ça. C'est un droit qui, encore une fois, je vous le disais, est quand même traversé par de grands principes. Alors, quand on prend un texte, on dit, bah, ouais, ça je comprends, il faut faire ci, il faut faire ça. Sauf que, quand on est technicien, on n'a justement pas la grammaire de base, on connaît le vocabulaire, au mieux, mais on n'a pas la grammaire. Et là aussi, sans être un grand linguiste, on sait qu'une suite de mots, parfois, ça peut aider. Moi, vouloir manger, bon, on arrive à faire passer l'idée. Sauf que quand on a passé, on essaie des phrases un petit peu plus compliquées, vous risquez de vous retrouver avec dans votre assiette un verre d'eau, alors que vous auriez voulu des ailes de poulet. C'est un peu pareil pour les bureaux d'études et c'est dangereux. Alors, la chose, c'est quand même un peu amélioré. Ça avait été l'un des grands chevaux de bataille du vice-bâtonnier Yvon Martinet, qui connaît bien les problématiques environnementales, ce qui était dit, moi, voilà, pendant mon vice-bâtonnat, je vais discuter avec les bureaux d'études et il y a eu un coup de frein, ils font quand même plus attention. Ils font plus attention parce que d'abord, ils se sont regroupés, se sont fédérés, ils se sont associés entre eux et on a désormais des organismes à qui on peut venir dire, écoutez, bien gentil, et si vous voulez faire du droit, il faudrait peut-être étudier le droit avant. Et puis, si vous voulez donner des conseils, il y a un truc simple. Vous êtes avocat, hein, c'est une profession, c'est le périmètre du droit, il est défendu, c'est pas un endroit où on rentre, on sort, c'est pas porte ouverte ni open bar. Il y a des droits, il y a des obligations, il y a des responsabilités. Et tous ces trois notions oblige celui qui va donner le conseil. Mais ce s'est donc amélioré, je ne sais pas ce que tu en penses, Marie-Pierre, ce s'est amélioré, mais c'est une tentation constante des bureaux d'études et d'autres. On a le même problème avec les géomètres parfois, qui, à l'occasion de l'exercice de leur métier, là aussi, du périmètre, dans le périmètre qui est le leur, ont tendance à donner parfois des conseils un petit peu faciles, parce que tout ça, c'est sur du sol. Hein. Nous, le droit de l'environnement, on a les pieds dans la terre. Hein. C'est un droit sur le sol, si ce n'est un droit du sol. Les géomètres disent, bah ouais, bah, le sol, c'est chez moi, donc je peux donner des conseils. Donc là aussi, il faut un peu les canaliser. Mais c'est peut-être un peu amélioré. Il faut être très, très, très prudent parce que le naturel peut reprendre le dessus. Je ne suis pas sûre que je vais être aussi gentille que tu le dis. Vous savez que c'est méchante, en fait. C'est ça. En fait, dans la théorie, il y a une véritable complémentarité entre notre travail de juriste et leur travail de bureau d'études et le travail technique. Quand on va, par exemple, sur un site industriel et qu'on fait un audit où il y a de la conformité réglementaire, eux, leur boulot, c'est regarder l'arrêté ministériel et on dit que la cuve, elle doit être double pot. Moi, je passe devant la cuve et je dis jolie cuve, je ne sais pas si elle est double pot ou simple pot. Voilà. C'est parce que tout simplement, c'est pas mon job. Et j'essaie pas d'aller voir si la cuve est double pot. En revanche, quand on arrive sur la procédure, quand on arrive sur le conseil, parce que justement le client, on a identifié qu'il n'était pas conforme, là c'est notre job de juriste de déterminer ce qu'il faut faire
pour qu'il n'y ait pas une aggravation, qu'on n'arrive pas à des sanctions administratives, des sanctions pénales, etc., etc. Et là, on voit bien que la frontière est ténue. Si on se bat justement pour le maintien de ce périmètre du droit et que nous, on n'aille pas manger dans leur gamelle et qu'ils viennent pas manger dans la nôtre, c'est pas simplement parce qu'on veut garder les clients, c'est dans un concept de protection de nos clients. Parce que ils vont quand même intervenir avec plus ou moins de bonheur, et parfois pas beaucoup de bonheur, et où derrière, on va récupérer des problèmes. Je donne un exemple tout simple sur les audits de dossiers de demande d'autorisation. Voilà. Un client, il veut obtenir son autorisation d'exploiter et il veut l'obtenir le plus rapidement possible. Le bureau d'études fait un dossier. Combien de fois je vois dans les dossiers où il nous cite la loi de 76 et où je dis le code de l'environnement 2000, hein, il serait peut-être temps de nous citer les bonnes. Combien de fois je vois la définition du droit des déchets de 1975 ou la directive cadre de 2008, voilà. Et tout ça derrière, ils ont tendance à dire à leurs clients non mais ça c'est nous qui savons faire. Et quand on arrive derrière, simplement pour sécuriser les choses. On n'est pas là pour dire qu'ils font pas bien ou qu'ils ont mal fait. C'est pas le problème. C'est pour sécuriser les choses. Et donc, du coup, la défense de ce périmètre, c'est une défense de nos clients. C'est ce que... Je te rejoins. Ouais. Il y a un peu, c'est un vrai problème, c'est que les bureaux d'études, même quand ils se sont un peu frottés au droit, comme nous sommes un peu frottés à la technique, on a en fait le même problème, c'est qu'on a une vision sans passé et sans futur. Je vous disais tout à l'heure, l'eau, elle coule de haut en bas. Bah, oui, aujourd'hui, elle coule de haut en bas. Mais le technicien est capable de dire, ouais, aujourd'hui c'est comme ça, mais dans 10 ans, bah, vous allez voir, elle va remonter. Bon, si on prend l'inverse, et c'est là où il faut que nous défendions notre périmètre, parce qu'on défend ainsi nos clients, le bureau d'études, il y a 2 analyses. On le voit dans les audits, il y a une analyse, ceinture, bretelles, si on peut rajouter 3 paires de bretelles et 5 ceintures, ils n'hésiteront pas. Oh, c'est extraordinairement pollué et il faut prendre une garantie allant des millions. Ça arrive sur nos bureaux, on dit aux clients, d'accord, mais le sens du vent dans la relation avec l'administration, le sens du vent jurisprudentiel, c'est ça. Donc, voilà, on ne vous dira pas que c'est parfait, mais on va vous dire, écoutez, là, vous pourrez prendre un risque jusqu'à temps. Et ça, le technicien, il ne peut pas, mais ça ne le gêne pas pour donner quand même son avis. Et d'un autre côté, le technicien va dire, oh, oui, non, mais ça, on peut s'arranger avec l'administration. Vous n'êtes pas blanc-bleu au regard du texte, machin, mais ça peut s'arranger entre techniciens, on va savoir. Et nous, avec Marie-Pierre, on pédale derrière en disant, écoutez, vous irez expliquer ça au tribunal administratif d'Amiens ou au tribunal correctionnel de Montpellier, hein, puis on en reparlera, parce que le droit de l'environnement, ce n'est pas un droit dans un bocal où il y aurait deux poissons, l'industriel ou l'association et l'administration. Il y a d'abord plusieurs poissons, et puis comme tous les bocaux, généralement, tous les aquariums, c'est transparent. Donc il y a plein de gens qui vont voir ce qui se passe dans l'aquarium et qui vont avoir des idées que nous pouvons anticiper. Donc un technicien ne peut pas anticiper parce que ce n'est pas son métier. Et donc, encore une fois, là, tu as parfaitement raison. Défendre notre périmètre, c'est défendre nos clients. Et, écoutez, moi je suis très impressionné à vous entendre parce que, si j'ai bien compris, l'avocat spécialisé en droit de l'environnement se doit d'être omniscient sur un plan technique, sur un plan juridique. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Donc, est-ce que l'avocat spécialisé comme vous l'êtes doit être aussi un avocat militant? Parce que l'environnement, c'est une question qui nous préoccupe tous et toutes, tous les jours. Est-il un avocat militant? Marie-Pierre?
il est clair que certains avocats en environnement exercent le métier d'avocat pour quelque part porter des convictions, ce qui est très légitime. Et on peut peut-être voir dans le contentieux actuel et même dans nos activités que finalement on a une tendance à la polarisation, un petit peu comme on l'a vu en droit du travail avec les avocats pro-entrepreneurs et les avocats pro-salariés. Maintenant, je ne serai pas aussi ferme sur cette dichotomie parce que le monde n'est pas manichéen et que on n'a pas d'un côté le gentil avocat des associations et de l'autre le méchant avocat qui défend les industriels. D'abord parce que j'ai l'impression, alors moi qui suis plutôt, on va dire, un avocat qui défend les industriels, il faut quand même dire les choses. C'est aussi une façon. Par le biais, on en a parlé tout à l'heure, de la veille réglementaire, de la formation, d'être un vrai avocat conseil au quotidien dans l'entreprise, bien de les faire s'améliorer. Et du coup, peut-être de contribuer bien autant à une évolution pour le droit de l'environnement qu'en étant un avocat qui va peut-être être davantage contre. Et parfois contre de façon de principe. Parce que, voilà, on a aujourd'hui des avocats qui, on sait, sont par exemple contre le nucléaire, par principe. Voilà. Ou des avocats qui sont contre l'éolien, par principe. Est-ce que on est davantage un avocat militant quand on a ce type de présentation? Je ne sais pas. En tous les cas, ce que je crois, c'est que un contentieux nourrit l'autre et que même si on a probablement dans nos clients une majorité, soit d'associations, soit de collectivités, soit d'industriels, il est bon aussi d'avoir un mixte, notamment en contentieux, parce que je pense que ce mix nous nourrit et du coup nous permet d'être meilleurs dans un sens et dans l'autre. La mixité des dossiers, je dirais, enrichit pour nous permettre de devenir de meilleurs avocats en droit de l'environnement, tout simplement. Merci beaucoup. C'est toujours bien d'être des deux côtés. Je sais que dans ma matière, effectivement, en exécution, et du côté du débiteur, parfois du côté du créancier, ça enrichit l'approche qu'on a d'un côté ou de l'autre. Donc, je partage ce point. Jean-Nicolas, peut-être, tu peux dire un mot? Non, je crois que tout a été dit. De toute façon, quand on est avocat, on a des idées, mais on n'est pas militant. Je pense que si on est, quelle que soit la matière, trop près de son client, finalement, on ne lui assure probablement pas la meilleure défense ou on ne lui donne pas forcément le meilleur conseil. Mais en environnement, la matière est en train d'évoluer probablement, comme le disait Marie-Pierre, ça va probablement être plus… Les années passant, ce sera peut-être plus clivé. Mais je ne connais peu d'entre nous qui n'ont pas travaillé des deux côtés. On a encore des clientèles assez variées, même des clientèles parfois un peu plus monolithiques, mais qui ont des positionnements par rapport à la problématique environnementale qui font que parfois ils sont en demande, parfois ils sont en défense. Mais encore une fois, on en connaît quelques-uns qui sont de vrais militants. Il y a Marie-Pierre C, à qui je pense, parmi nos confrères. Bon, c'est comme ça. Je ne les critique pas, hein, ce n'est pas une critique que je fais. Je pense, encore une fois, qu'on s'éloigne un petit peu de ce qui est notre mission d'avocat. Tout à fait. Tout à fait. Julie, une dernière question. Oui, une dernière question un peu conclusive et un peu pour faire le lien effectivement avec la campagne, parce que
nous, ce qui nous préoccupe, Vincent et moi, c'est d'aller au-devant de nos confrères et de les aider, et d'aider notamment les jeunes avocats à trouver une voie. Et c'est vrai que c'était un peu le titre provocateur, c'est beaucoup dire, mais qui était un peu questionnant, qui était de savoir si le droit de l'environnement était un métier d'avenir. Vers lequel nous pourrions en effet orienter les jeunes avocats. Comment se porte ce marché et est-ce que c'est effectivement un marché vers lequel il faut les orienter? Alors, c'est tout d'abord un marché sur lequel, je tiens vraiment à le redire, il n'y a pas d'exclusif. On en a parlé tous les quatre ensemble durant nos discussions. On peut être civiliste, on peut être publiciste, on peut faire aimer le contentieux ou aimer le conseil. L'environnement est tellement multipolaire, il a mangé dans tellement de gamelles qu'il forme aujourd'hui un plat dans lequel chacun peut s'y retrouver. Donc, moi, je lutte en permanence contre l'idée, pour faire de l'environnement, il faut être publiciste. Les études d'environnement, c'est d'ailleurs pas ça. Tous les ans, on reçoit les nouvelles promos dans les OM2, notamment à Paris 1, où on prend 50, quand on fait les recrutements, on prend 50% de publicistes, 50% de privatistes. Et quand on réunit les étudiants, pour l'instant, on leur dit, bah, vous avez les publicistes, vous allez souffrir parce que vous allez faire du droit privé. Puis les privatistes, bah, il va falloir vous mettre un peu au public quand même. Donc, il n'y a pas d'exclusif. La légende qui dit l'environnement, c'est du public, c'est lié au fait que le contentieux est souvent devant la juridiction administrative. Encore une fois, c'est pas compliqué. La deuxième chose qu'il faut combattre, mais là on en a déjà beaucoup parlé, c'est croire qu'il faut être technicien. On n'a pas besoin d'être technicien. Une fois qu'on sait faire une règle de 3 et qu'on a compris en gros à quoi ressemblait un mètre cube, 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, on fait de l'environnement sans aucune difficulté. Donc c'est un droit très ouvert. Ensuite, c'est un droit qui a progressé très lentement, mais très régulièrement. Quand on me dit, Marie-Pierre a dû l'entendre aussi 10 fois, oh, tu fais de l'environnement, vous savez, la conversation de dîner en ville, tu fais de l'environnement, vous faites de l'environnement, vous devez avoir un boulot, mon pauvre, qu'est-ce que vous devez bosser? Enfin, bon, je suis avocat, je fais un boulot d'avocat, c'est un métier où on a souvent des trucs en dents de scie, on travaille beaucoup, puis le lendemain, ah bah tiens, on dit où sont nos clients, quelle horreur, ils ne m'aiment plus. On travaille comme des avocats. Mais j'ai toujours cette idée, quand j'ai commencé ma première collab, je faisais des marchés publics. Et je m'étais vendu auprès de mon patron, en disant, mais en plus, je sais faire de l'environnement. Il y a 30 ans, je peux vous dire que c'était un petit plus, on en parlait, mais ce n'était pas forcément. Et je faisais de l'environnement, en gros, allez, une demi-journée par semaine. Le reste du temps, je bouffais du CCAG, des choses comme ça. Puis, quand j'étais dans un cabinet de bâtonnier, on était tous collés au pénal d'office. On faisait beaucoup du vrai pénal. Une demi-journée par semaine. Aujourd'hui, mon équipe et moi, on en fait à temps plein. Donc, la matière, elle a clairement évolué. On est 5 à en faire à temps plein, là où avant, il y avait un pauvre type qui en faisait une demi-journée par semaine, et encore, il sautait sur le moindre dossier, il y avait de l'environnement. Donc, la matière, elle a évolué lentement, mais elle a clairement évolué. Ça reste un petit marché, mais c'est un marché qui est en expansion, et je pense que la chose va s'accélérer, parce que c'était le point de départ, on parle de plus en plus d'environnement, on ne peut pas y échapper, et qu'on le veuille ou non, ça crée quand même des dossiers. Et puis, il y a des nouveaux contentieux. Il y a 5 ans, 10 ans, 5 ans, qui aurait parlé de contentieux climatique? On savait que ça existait. C'est devenu quelque chose de récurrent et le marché se crée. Donc, moi, je suis plein d'espoir pour la matière. Et c'est à coup sûr, en plus, une matière que personne ne pourra éviter. Certains en feront à temps plein, certains n'en feront jamais, mais même ceux qui n'en feront jamais,
parmi nos confrères, faites du régime maths, a priori, ça ne vous y conduit pas. Ben, vous aurez quand même, je pense, dans votre vie, un dossier qui vous conduira à vous intéresser aux droits de l'environnement. Parce que, encore une fois, ça irrigue toute notre société. C'est un beau message pour la destination du jeune barreau au plan du développement de l'activité professionnelle. Mais je retenais aussi, tu disais, Marie-Pierre, qu'on s'apprécie tous, sympathie et confraternité. C'est très intéressant. Oui, en tous les cas, jusqu'à maintenant, c'était un petit milieu. Non, je dis pas qu'à l'avenir, il n'en sera pas le cas. C'est pas ça. Mais c'est vrai qu'on en parlait récemment. On était finalement assez peu nombreux en droit de l'environnement et donc effectivement, on se connaissait tous. Maintenant, est-ce que c'est un métier d'avenir? Alors, moi, clairement, je répondrais oui. Je répondrai oui parce que d'abord la matière évolue. Là où il y a quelques années c'était essentiellement centré sur les sites industriels, on voit que ça se développe beaucoup sur les aspects produits et donc avec des liens santé-environnement qui sont très forts. Or très clairement à partir du moment où on va toucher à la santé des gens et vous voyez on est tous concernés, c'est nécessairement une matière qui va se développer, avec peut-être de l'hyperspécialisation. C'est-à-dire que oui, des avocats plus généralistes vont probablement être amenés à avoir des dossiers qui toucheront au droit de l'environnement dans leur carrière, alors que c'était pas probablement le cas. Et parallèlement, je crois qu'aujourd'hui, on est déjà des avocats spécialistes. Je pense qu'il y a une tendance à l'hyperspécialité. Aujourd'hui, on voit très bien, par exemple, sur les énergies renouvelables, c'est quasiment une matière à part entière. Sur la question des produits, des réglementations aussi complexes que REACH, les biocides, c'est quasiment aussi une matière à part entière. Et du coup, ça fait quand même beaucoup de place. D'autant que je dirais que c'est une matière qui est enrichissante dans la mesure où elle ouvre sur d'autres mondes. On parlait des bureaux d'études, des notaires, on est en relation avec beaucoup de monde. Et je pense que plus on verra apparaître l'environnement dans l'actualité, alors malheureusement parce que c'est souvent lié à des catastrophes, plus on va avoir des réglementations qui vont nous permettre de toucher aux dirigeants d'entreprise. Là où par le passé, on avait souvent affaire aux juristes, aux responsables environnement. Aujourd'hui, avec des thématiques comme la responsabilité sociale environnementale, avec des lois, par exemple, comme la loi Grenelle à un moment donné, on a touché les dirigeants d'entreprise qui, à un moment donné, se sont dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette matière? Je veux comprendre et je veux voir ce que je peux faire pour un engagement. Et donc, sont venus voir des avocats pour définir des stratégies d'entreprise. Et évidemment, plus en tant qu'avocat, on touche haut dans la société, jusqu'aux dirigeants, plus évidemment, c'est de nature à développer la matière. Alors, je dirais, pour finir, c'est clair que ça reste un droit de niche qui est en train de se développer de plus en plus. Est-ce que c'est au point de devenir un droit incontournable? J'ai envie de dire, je sais pas, nécessité fait loi. Et donc, probablement que l'avenir nous dira si toutes ces catastrophes sont de nature à démultiplier les avocats en droit de l'environnement. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on a pas mal de demandes de stage, on a pas mal de demandes de collaboration, et donc, globalement, c'est ce qui intéresse. Très bien. Bon, merci infiniment à vous deux parce que c'était très enseignant pour nous qui ne connaissions pas la matière. Et c'est effectivement assez enthousiasmant. On entend ces temps-ci un discours quand même globalement assez pessimiste sur l'évolution de la profession, sur les jeunes avocats, sur voilà, l'ambiance est quand même pas extraordinaire et c'est très
plaisant de se dire qu'effectivement, il y a des domaines dans lesquels le droit est là et dans lesquels on a vraiment besoin de droit. Manifestement, la matière environnementale fait partie de ces champs-là. Et on vous remercie vraiment infiniment de nous l'avoir révélé ce soir. Merci infiniment à vous deux et merci à ceux qui nous ont écoutés. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt.